Si vous n'avez cliqué nulle part après l'ouverture de Blender, vous devriez trouver la même fenêtre que moi, à savoir au fond le logiciel Blender et au premier plan le splash, l'écran de bienvenue. L'image que vous trouvez ici peut éventuellement changer selon la version de Blender que vous utilisez. Le splash apporte plusieurs informations importantes. On trouve ici un rappel de la version en cours, par exemple 2.76b pour moi. On retrouve dans la section Links des liens externes utiles, comme par exemple le site officiel de Blender. Dans la section Recent, on trouve, le cas échéant, des liens vers les derniers fichiers Blender ouverts, ainsi qu'un petit bouton Recover Last Station, qui permet d'ouvrir automatiquement la dernière session. Pour quitter le splash, il vous suffit de cliquer n'importe où sur l'écran. On retrouve donc la fenêtre de Blender, que nous détaillerons par la suite. Bien que vous ne soyez peut-être pas des professionnels de la modélisation 3D, vous avez tout de même sans doute remarqué la barre d'information en haut de l'écran, présente sur la plupart des logiciels et utilitaires. Par exemple, si vous cliquez sur File, vous allez trouver les commandes universelles comme New pour nouveau, Save As pour enregistrer sous et Quit pour quitter. Dans la partie suivante, nous allons commencer par nous rendre dans ce sous-menu. Afin de configurer Blender de manière optimale pour l'utilisation que nous allons en faire, à savoir la modélisation 3D à but d'impression 3D, nous allons nous rendre dans le menu de réglage en cliquant sur File, puis User Preferences. Le premier réglage notable va être celui de la langue. Comme vous l'avez sans doute constaté, Blender est en anglais par défaut. Depuis quelques versions, il est désormais possible de le traduire en français, bien que les partisans du logiciel vous le déconseilleront fortement. En effet, la communauté de Blender sur Internet, notamment à travers les forums d'entraide, est majoritairement anglophone. Aussi, si vous deviez chercher un tutoriel ou un conseil sur Internet, vous aurez beaucoup de difficultés à faire la traduction simultanée des différentes commandes très spécifiques, comme fusionner ou marquer la couture par exemple. Si toutefois vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'anglais, vous pouvez aisément changer la langue en vous rendant dans l'onglet Système, en cochant la case International Fonts, en cherchant dans Language l'option French et en cochant en dessous les 3 cases en surbrillance. Pour ma part, je vais décocher International Fonts pour rester en anglais par souci de commodité. Blender est riche de multiples options à activer ou non, ou à modifier, qui permettent de le personnaliser sur mesure. Nous n'allons pas toutes les détailler, mais je vous invite à y revenir lorsque vous serez plus à l'aise avec le logiciel. Dans l'onglet Interface, nous allons nous intéresser à Zoom to Mouse Position et Rotate Around Selection. En effet, certains logiciels favorisent une navigation centrée autour de l'action en cours. Par exemple, le zoom par défaut se fait sur la souris. Sur Blender, le zoom et la rotation se font à partir du centre de la scène. Si toutefois vous n'êtes pas à l'aise avec ces options, vous pouvez les corriger en cochant ces 2 cases. Show Splash, qui est coché par défaut, permet de faire apparaître l'écran de bienvenue que nous avons détaillé auparavant à chaque ouverture de Blender. Si vous ne souhaitez pas le voir apparaître, vous pouvez décocher la case. Dans l'onglet Editing, on retrouve ici beaucoup de spécificités techniques que nous n'allons pas détailler. Nous allons toutefois nous arrêter sur une do qui marque la configuration du raccourci CTRL-Z, présent dans la plupart des logiciels comme étant la commande d'annulation. Par défaut, on voit qu'il y a 32 steps, ce qui veut dire que Blender peut revenir 32 fois en arrière, en appuyant donc 32 fois sur le raccourci CTRL-Z. Vous pouvez facilement augmenter cette capacité. Toutefois, cela consommera davantage de mémoire sur votre ordinateur. L'onglet Input rassemble les différents raccourcis et fonctions de base de Blender. Si vous venez d'un autre logiciel de modélisation 3D, à savoir 3ds Max ou Maya, vous souhaiteriez peut-être retrouver les raccourcis employés dans ces logiciels. Vous pouvez donc les sélectionner dans la liste Presets.
Blender fonctionne de manière optimale avec une souris à 3 boutons et un pavé numérique. Certains ordinateurs n'en sont pas équipés, notamment si vous êtes actuellement sur ordinateur portable. Afin que vous puissiez tout de même utiliser les raccourcis et commandes qui nécessitent ces équipements, vous pouvez cocher ces 2 cases, Emulate Free Buttons Mouse et Emulate Numpad. Vous trouverez dans la liste à droite une multitude de panneaux révélant des raccourcis accessibles depuis la petite flèche. C'est la liste des raccourcis, et ils sont entièrement personnalisables. Par exemple, si je veux changer le raccourci de fermeture de Blender qui est par défaut CTRL-Q, je peux le trouver dans la liste, cliquer sur le champ à droite et entrer le nouveau raccourci, par exemple Alt-Q. Pour ma part, je reviens au réglage par défaut en cliquant sur Restore. Comme son nom l'indique, vous trouverez dans l'onglet Add-ons la liste des add-ons de Blender. Un add-on est une fonction de Blender installée depuis un emplacement externe et qui peut facilement être activé ou désactivé. Certains ont été créés par l'équipe officielle de Blender, d'autres par la communauté. Enfin, il est possible d'en installer en cliquant sur Install from File. Les add-ons activés sont déjà cochés et ils peuvent être désactivés en les décochant, et vice-versa. Beaucoup d'entre eux sont très intéressants et facilitent grandement la modélisation. Toutefois, par souci de simplicité, nous allons aborder que ceux qui sont vraiment essentiels à notre objectif. Pour trouver le premier d'entre eux, je clique sur 3D View et je coche 3D Navigation. Cet add-on permet d'effectuer certaines options de navigation de base, non pas à partir de raccourcis, mais à partir du panneau à gauche de la vue 3D. Je clique ensuite sur Add Mesh et je coche Bolt Factory. Il permet, en plus de créer des volumes basiques tels que le cube ou la sphère, de modéliser des écrous ou des vis entièrement paramétrables, ce qui représente un gain de temps considérable si vous devez être amené à modéliser ce genre de pièces. En cliquant sur Import-Export, vous allez désormais vous assurer que STL Format est bien activé. Il est essentiel à ce guide puisqu'il permet d'importer un fichier STL ou d'exporter nos propres modélisations en fichier STL. Enfin, je me rends sur Mesh et je coche 3D Print Toolbox qui permet, comme on le verra plus loin dans ce guide, d'analyser un maillage, puis de l'exporter au format STL. L'onglet Thème a une utilité purement esthétique. En effet, il permet de modifier graphiquement les éléments de l'interface. Vous pouvez choisir un thème préconçu en choisissant dans les presets, comme par exemple hexagone. Vous pouvez aussi modifier individuellement chaque élément. Si par exemple je veux modifier la couleur du bouton sélectionné, actuellement bleu, je clique sur la couleur et un cercle chromatique apparaît. Je choisis alors la nuance en jouant sur le cercle ainsi que sur la barre de luminosité à droite. On observe les modifications en temps réel. Personnellement, je reviens au thème par défaut en cliquant sur Reset to Default Theme. L'onglet File permet de définir les chemins d'accès du logiciel. En effet, vous allez régulièrement avoir à chercher un fichier sur votre ordinateur ou, au contraire, indiquer à Blender ou enregistrer les fichiers créés en interne. Par exemple, on trouve l'onglet Fonts qui gère l'accès aux polices sur votre ordinateur. Vous verrez qu'en effet, plus tard dans ce guide, nous allons aborder les textes sur Blender. Donc, au lieu d'avoir à chercher à chaque fois le dossier en question, vous pouvez le définir par défaut en cliquant sur l'icône et en cherchant votre chemin d'accès. Par exemple, dans mon cas, je me rends dans Windows, Fonts, puis je clique sur Accept. On retrouve dans cet onglet les Save Versions qui permettent, à chaque fois que vous enregistrez votre fichier,
de conserver une ou plusieurs copies de la ou des versions précédentes. Par défaut, on a une seule Save Version, ce qui implique qu'à chaque fois que l'on sauvegarde notre fichier, Blender mémorise la version précédente du fichier en question. Vous pouvez augmenter ou réduire ce paramètre, au risque d'utiliser plus de mémoire sur votre ordinateur. Enfin, le timer correspond à la sauvegarde automatique. En effet, il peut arriver que Blender, du fait de ses constantes améliorations, soit sujet selon les versions à des bugs, qui provoquent la fermeture du logiciel. Pour pallier à cela, une sauvegarde automatique a été mise en place, par défaut réglée sur 2 minutes. Encore une fois, n'hésitez pas à changer ce paramètre selon les performances de votre ordinateur. Dans l'onglet Système, on trouve beaucoup d'options techniques que nous n'allons pas détailler. Si votre ordinateur est assez performant, vous pouvez choisir une option plus optimale dans la catégorie Compute Device, ce qui n'est pas le cas chez moi. Vous allez aussi, sans doute, être confronté à des maillages composés de beaucoup de points. Ça sera notamment le cas si vous importez les fichiers STL réalisés à partir d'un scan 3D. Afin d'optimiser la navigation, je vous invite à cocher la case VBOs. Enfin, et nous ne reviendrons pas dessus, vous trouverez ici International Fonts, que nous avons déjà vu précédemment. Afin d'enregistrer ces paramètres, nous allons cliquer sur Save User Settings et fermer la fenêtre. Nous allons pouvoir aborder et personnaliser l'espace de travail. Blender est, par défaut, non pas constitué d'une seule fenêtre, mais de 5 fenêtres. Chaque fenêtre est délimitée par 2 coins striés comme ceci. Par exemple, la vue 3D s'étend de ce coin-ci à celui-là pour former ce cadre. Il est possible d'agrandir ou de réduire une fenêtre en plaçant le curseur à l'intersection de 2 fenêtres. Le curseur change de forme. Je maintiens le clic gauche enfoncé et je déplace les fenêtres selon mes préférences. Selon la modélisation en cours, il est peut-être plus confortable de maximiser une fenêtre afin de cacher les autres. Pour cela, je place mon curseur sur la fenêtre à maximiser et je compose le raccourci Shift Espace. Ainsi, toutes les autres fenêtres ont disparu. Je retape Shift Espace pour tout afficher. Il est aussi possible de rajouter ou de supprimer des fenêtres afin d'optimiser le confort de travail. Si par exemple je modélise une pièce complexe, je voudrais éventuellement avoir 2 vues 3D. Pour cela, je place mon curseur sur un des coins striés. Il change alors de forme. Si je maintiens un clic gauche enfoncé et que je glisse vers le bas, je crée une nouvelle fenêtre horizontale. Je peux réitérer cette opération vers la gauche pour créer une fenêtre verticale. Pour supprimer une fenêtre, il faut faire l'opération inverse. Pour supprimer cette fenêtre, je place mon curseur dans le coin en question et je glisse vers la droite. Une flèche apparaît pour m'indiquer la fenêtre qui va être supprimée. Je relâche la souris pour confirmer. Je réitère l'opération pour revenir à la fenêtre originale. Si je souhaite intervertir de fenêtre, je place une nouvelle fois mon curseur sur le coin d'une fenêtre à déplacer. Je maintiens un CTRL et je clique gauche vers la fenêtre inversée. Ici, je réitère l'opération pour revenir à la fenêtre originale. Chaque fenêtre est caractérisée par l'icône que l'on retrouve ici par exemple. Je peux donc changer le contenu d'une fenêtre en cliquant dessus et en sélectionnant le nouvel intitulé de la fenêtre. Par exemple, si je choisis 3D View, cette fenêtre devient identique à la vue 3D affichée ici. La fenêtre Info, comme nous l'avons vu précédemment,
est relativement similaire à la barre d'informations présente sur la plupart des logiciels et utilitaires. Dans File, on retrouve les commandes classiques comme New pour nouveau. On retrouve ici l'intitulé Render. Render correspond au rendu photoréaliste permis par le logiciel, à savoir une image qui regroupe les informations de la modélisation, des matériaux, des textures, des lumières, du monde et de la caméra. Véritable noyau de Blender, les renders ne sont toutefois pas utiles pour la modélisation à but d'impression 3D. C'est pourquoi nous allons volontairement éluder chaque commande concernant les renders. Windows comporte les options basiques de fenêtrage et Help, à l'instar du Splash, des liens utiles comme le site officiel de Blender. La barre à droite concerne l'usage des interfaces et peut être personnalisable selon l'usage que l'on a de Blender. Par exemple, si je fais de l'animation, il sera plus judicieux de choisir Animation dans la liste. Ainsi, les fenêtres se sont adaptées pour me faciliter la tâche. Nous allons revenir sur Default. Nous reviendrons plus tard sur ces options afin de créer un espace adapté à notre usage. La barre encore à droite concerne l'usage des scenes. Utiles à des modélisations complexes, elles permettent, lorsque notre fichier comporte de nombreux éléments, de travailler sur plusieurs scenes, donc sur plusieurs plans de travail. Il est possible d'en ajouter en cliquant sur le bouton plus, d'en supprimer en cliquant sur le bouton X ou d'en renommer en cliquant sur le champ. Enfin, à droite, après le logo de Blender, on retrouve les informations de notre fichier. On trouve donc un rappel de la version de Blender. Il y a aussi le nombre de verts, à savoir de vertices. Les vertices sont ce qu'on appelle communément en géométrie des points. Mon fichier n'étant par défaut uniquement composé d'un cube, on a seulement 8 points. Faces correspond au nombre de faces. Ici, 6. Et Tris, ou parfois Edges, correspond au nombre d'arêtes. Ici, 12. On a aussi le nombre d'éléments sélectionnés sur l'ensemble des éléments de notre fichier. Un tiers indique que nous avons actuellement sélectionné un élément, ici le cube, sur les 3 de notre fichier, à savoir le cube, la caméra et la lampe. Enfin, Lamps indique le nombre de lampes sélectionnées sur l'ensemble des lampes. Les lampes ne sont utiles que pour les rendus. C'est pourquoi nous n'allons pas nous étendre dessus. La vue 3D est la vue principale de Blender, puisque c'est dans cette fenêtre que nous allons effectuer les principales opérations. La vue 3D est accompagnée de 2 panneaux latéraux. On a la Tool Shelf, visible par défaut, qui nous permet d'effectuer des modifications sur les éléments. Elle peut être facilement dissimulée ou révélée en appuyant sur T. Le panneau Properties, dont le raccourci associé est N, indique les propriétés de la scène ou des objets. L'onglet View regroupe les différents affichages de la vue. Select les possibilités de sélection dans la scène. Add permet de créer des primitives, à savoir des formes préconçues à éditer, et Object, les opérations à appliquer sur les éléments. Par défaut, nous sommes en Object Mode. Par exemple, si vous créez une montre et que vous voulez agencer les différents éléments entre eux comme les aiguilles, le cadran ou le bracelet, vous pouvez le faire à partir du mode Object. Si toutefois, vous voulez modifier la forme d'un élément en particulier, comme par exemple le cadran de notre montre, vous le ferez à partir de l'Edit Mode. Pour y accéder, vous devez d'abord sélectionner l'élément à éditer, ici le cube, et soit choisir Edit Mode dans la liste, soit appuyer sur la touche Tab. L'affichage du cube a changé, ainsi que les différentes options disponibles. Le Sculpt Mode, aussi accessible depuis la liste, sera abordé plus loin. Il permet de transformer notre objet en une matière molle pour pouvoir littéralement sculpter dessus.
Les 3 autres modes, bien qu'intéressants, ne sont pas nécessaires à aborder dans un premier temps. La liste à droite règle l'affichage dans la vue 3D. Par défaut, il est réglé en solide. Les objets sont donc opaques. Si toutefois, pour des raisons de confort, vous souhaitez les rendre transparents, vous pouvez sélectionner Wireframe ou utiliser le raccourci Z. En appuyant à nouveau sur Z, je reviens en affichage solide. La liste d'après gère les interactions entre plusieurs éléments, la rotation, la mise à l'échelle, etc. La liste d'icônes à droite gère le manipulateur. Le manipulateur correspond à ces 3 axes visibles dans la vue 3D et qui permettent de remplacer les raccourcis clavier pour effectuer des opérations. Les 20 petites cases à droite sont les panneaux des calques. Leur usage est différent des logiciels de retouche 2D comme Photoshop. Ils n'ont pas une utilité de propriété, mais plutôt de confort de travail. Pour reprendre l'exemple de la montre, il peut être avisé de modéliser chaque élément, à savoir les aiguilles, le cadran, etc., dans des calques séparés afin de pouvoir travailler individuellement sur chacun, mais pour pouvoir facilement les réunir le moment voulu. La petite sphère bleue, désactivée, est le Proportional Editing Object Mode, aussi appelé PET. Comme nous le verrons plus tard, il est extrêmement utile pour créer des formes fluides et proportionnelles en toute facilité. À droite, on retrouve l'outil Snap, qui permet d'aimanter les pièces entre elles afin de modéliser de manière plus précise. Enfin, les icônes en forme d'appareil photo et de caméra correspondent respectivement au rendu photoréaliste et au rendu vidéo, et donc ne nous concernent pas. L'outliner, que l'on trouve ici, regroupe les différents éléments de notre fichier. D'un simple coup d'œil, on sait par exemple que notre scène comporte une caméra, un cube et une lampe. Ces éléments peuvent être renommés lorsqu'on effectue un double clic sur le nom de l'objet. Ils peuvent être aussi provisoirement dissimulés en cliquant sur l'icône en forme d'œil. Si l'on clique sur l'icône en forme de curseur, ils seront temporairement bloqués à la sélection afin de faciliter la modélisation. Enfin, l'icône en forme d'appareil photo concerne les rendus et donc ne nous intéresse pas. Les Properties comportent les commandes du fichier et sont divisées en 12 onglets, allant du plus général au plus spécifique. L'icône Render regroupe les informations de rendu et ne nous est donc pas utile. L'onglet Render Layers est complémentaire de Render, donc nous ne nous attardons pas dessus. Scene regroupe les options de notre scène et ne nous concerne pas dans un premier temps. World permet de configurer le monde environnant, à savoir définir la luminosité, le ciel, un éventuel brouillard, afin de rendre notre rendu réaliste. Très important lorsqu'il est question de rendu, il ne nous concerne pas. L'onglet Object donne des informations sur l'objet à sélectionner. Ici, le cube par exemple. On peut donc le renommer en cliquant sur le champ. On peut aussi effectuer des opérations de base sur son emplacement, son angle ou son échelle à partir de ces données. Dans Layers, on peut aussi déterminer dans quel calque il se trouve. Pour rappel, les calques sont accessibles depuis ces icônes. Enfin, dans Display, on peut choisir d'afficher ou non certaines informations, comme par exemple le nom de l'objet en cliquant sur Name. L'onglet Constraint concerne les contraintes. On peut par exemple imposer à un élément de toujours être dirigé face à un autre, quelles que soient les modifications apportées à cet autre élément. Les modifiers, ou modificateurs en français, sont très utiles car ils permettent de réaliser des opérations préparamétrées et personnalisables sur nos objets. Si par exemple, je sélectionne Bevel dans la liste, je constate que Blender a automatiquement ajouté un biseau à l'ensemble du cube. Les modificateurs feront l'objet d'une partie réservée dans ce guide. Les Vertex Groups
ou groupe de vertices seront détaillés plus tard. Ils s'apparentent à la commande « Mémoriser la sélection » des logiciels de retouche 2D comme Photoshop. En effet, lors de modélisations complexes, vous voudrez peut-être mémoriser un ensemble de points afin de ne pas avoir à les sélectionner un par un. Les 4 onglets suivants, à savoir Material, Texture, Particle et Physics, concernent des propriétés utiles pour les rendus. Nous ne nous attarderons pas dessus. Toutefois, Texture fera une petite exception à la règle puisque nous apprendrons plus tard comment influencer l'apparence d'un objet selon une image, non pas au rendu, mais bien dans sa modélisation. Enfin, la timeline est utile pour l'animation puisqu'elle permet de gérer l'écoulement du temps. Inutile dans notre cas, nous allons pouvoir la supprimer dans notre futur espace de travail. Nous allons donc créer un nouvel espace de travail. Dans un premier temps, nous allons redémarrer Blender afin de ne pas enregistrer les éventuelles modifications apportées à l'interface en cliquant sur File, New et Reload Startup File. Maintenant, nous allons dupliquer l'espace Default en cliquant sur Plus et le renommer 3D Printing. Une fois ceci fait, nous allons supprimer la timeline. Pour cela, je vous remontre la méthode. Je place mon curseur dans le coin de la 3D et glisse vers le bas. Enfin, nous allons paramétrer la grille par défaut visible depuis la vue 3D. Bien que Blender utilise des unités arbitraires, il va falloir, par souci de confort, partir du principe qu'une unité Blender, représentée ici sous la forme d'une case, représente 1 millimètre. Pour modifier cela, il faut afficher le panneau latéral avec N, chercher l'onglet Display et, dans Lines, entrer la valeur 200 si votre imprimante 3D a une surface d'impression de 20 cm sur 20. On ferme le panneau en appuyant à nouveau sur N. Pour vous assurer que Blender a bien pris en compte les modifications apportées à votre nouvel espace de travail, vous pouvez revenir dans l'espace Default, puis recliquer sur 3D Printing. Je constate ici que l'espace a bien été enregistré. Je peux donc le configurer pour qu'il apparaisse à l'ouverture de Blender en cliquant sur File, puis sur Save Startup File.